À la une, ce soir. On ne parle pas d'abstinence auprès de la population. Nous, on parle de l'adaptation des comportements sexuels en phase fertile. Atelier sur la santé reproductive dans des écoles secondaires de Montréal, un organisme montré du doigt par la santé publique. Alors, s'attaquer à des enfants et des jeunes ados, pour moi, c'est vraiment pas acceptable. Pendant que l'Ontario brûle, Donald Trump critique la gestion canadienne des feux de forêt. We got to stop the fires up there. Maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs. I get frustrated just listening to a bunch of rubbish. Et l'Espagne toujours en liesse au lendemain de sa victoire en Coupe du monde de soccer. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bon lundi tout le monde. Vos adolescents ont peut-être vécu une semaine rouge à l'école. L'organisme Serena assure vouloir démystifier les tabous entourant les menstruations. Jusque-là, ça va, mais le problème, c'est que selon la santé publique de Montréal, le matériel présenté augmenterait le risque de grossesse non désirée. Le reportage exclusif de Véronique Dubé. Est-ce que tu penses que tu prends la pilule dès que tu as tes règles ou tu attends qu'elle soit régulière? Attends qu'elle soit régulière. Vous avez vu ça où, sur les réseaux sociaux? Ouais, sur les réseaux sociaux. C'est plus pour pas être enceinte. Il y a actuellement, entre autres sur TikTok, beaucoup de désinformation sur la pilule contraceptive. Il y a une hormonophobie qu'on appelle qui est bien présente, où on lie beaucoup l'infertilité à la peur des hormones. Prenez pas la pilule, vous allez devenir infertile. Mais voilà qu'un organisme qui s'appelle Serena Québec a visité des centaines d'élèves cette année dans le cadre de son activité intitulée La Semaine rouge, qui vise à parler des menstruations aux adolescents. Sur son site Internet, on peut voir qu'il fait la promotion de la méthode naturelle symptothermique. La méthode symptothermique, c'est efficace à peu près à 60-70 %. Et puis, si vous voulez augmenter son efficacité, il faut que vous joigniez ça à l'abstinence. Or, Nouveau Info a mis la main sur une lettre interne envoyée par la Direction de la santé publique de Montréal aux écoles et aux organismes jeunesse. On avertit que le matériel de Serena Québec contient des risques de mésinformation qui peuvent mener à des grossesses non désirées et une transmission accrue des ITSS. Alors, s'attaquer à des enfants, des jeunes ados, pour moi, c'est vraiment pas acceptable. Mais Serena Québec se défend. C'est qu'on ferait l'enseignement de la méthode symptothermique dans les écoles, ce qui n'est pas le cas. La semaine rouge, c'est d'abord l'éducation à la santé menstruelle. La semaine rouge ouvre la porte sur d'autres dimensions, notamment émotionnelles, environnementales. Sur son site, on peut aussi lire ceci. Petit conseil, attends que ton cycle soit régulier avant de considérer la pilule. La directrice se dissocie aujourd'hui du document. Ce n'est pas sur notre site, donc ce document-là n'appartient pas à Serena Québec ni à la Semaine rouge. On peut aussi y voir cette photo d'une chambre à coucher surplombée par un crucifix. Alors, on peut pas dire que c'est tout à fait contemporain. C'est une image qui relate en fait dans quel contexte dans lequel l'organisme était lorsqu'il est né, donc dans les années 50. Donc, on ne parle pas d'abstinence auprès de la population. Nous, on parle de l'adaptation des comportements sexuels en phase fertile. Je peux comprendre la confusion que vous avez actuellement, mais en aucun cas, notre organisme, il est laïque. L'organisme communautaire dit que l'enquête de la Direction de la santé publique de Montréal est biaisée et qu'une médecin chapeaute leurs activités. Toute l'information avec laquelle on travaille, elle est basée scientifiquement. Vous me parlez de 1950. Est-ce que vous avez actualisé vos documents et la médecin qui vous accompagne a bien 90 ans? Le docteur Parenteau a eu 90 ans. En avril dernier, a reçu la médaille du député à l'Assemblée nationale, justement pour honorer toute sa carrière et sa contribution à la population québécoise. La Semaine rouge a été présentée dans une quinzaine d'écoles à travers le Québec, des camps jeunesse et des maisons de jeunes. Elle le sera encore en septembre. Le Centre de services scolaires de Montréal nous a répondu par écrit pour sa part que ça touche les élèves de secondaire 1 et 2 d'un seul établissement. Dès la rentrée scolaire, des suivis seront effectués pour s'assurer que les informations transmises aux élèves étaient neutres et fiables. Santé Québec, qui subventionne Serena Québec depuis 2003, assure qu'elle portera désormais une attention particulière aux éléments signalés. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.
maintenant faire un tour à Madrid, capitale espagnole. Les célébrations se poursuivent. On le voit sur ces images après la conquête de la Coupe du monde de la FIFA. Les joueurs qui sont donc rentrés au pays, le trophée doré entre les mains. On fait le point avec le journaliste basé en Espagne, Romain Chauvet. Bonsoir, Romain. Oui, bonsoir Marie-Claude. On vient de le voir, là, les joueurs qui ont vraiment été accueillis en héros. Là. Oui, écoutez, on nous dit qu'il y avait plus d'1 million de personnes, imaginez, qui étaient tout au long de ce parcours-là parce qu'ils ont traversé ces nouveaux champions du monde, toutes les rues ici du centre-ville de Madrid. C'était assez impressionnant, une foule en liesse de tout âge et de toute provenance parce qu'il y a beaucoup de gens de toute l'Espagne qui sont même venus aujourd'hui pour accueillir ces nouveaux champions, les voir le plus proche possible et apercevoir également cette Coupe du monde, même des gens qui me disaient avoir demandé congé à leur employeur pour pouvoir participer à ces célébrations. Ce soir, ces célébrations vont se poursuivre tout au long de la nuit. Il y a un immense concert qui se tient dans la rue au fond derrière moi et donc les gens qui vont célébrer encore une bonne partie de la nuit ici. Ouais, on voit ces images vraiment impressionnantes, donc on comprend vraiment que l'atmosphère est à la fête. Est-ce que cette victoire de l'Espagne face à l'Argentine, ça démontre un renouveau de l'équipe nationale? Écoutez, en tout cas, c'est ce que me disent beaucoup d'Espagnols ici, qu'il y a une nouvelle génération qui rentre dans l'histoire. Il faut dire qu'il y avait des jeunes joueurs dans cette équipe espagnole qui se sont illustrés. On peut parler notamment de Lamine Yamal, ce jeune du FC Barcelone de seulement 19 ans qui a vécu sa première Coupe du Monde, ou encore celui qui a marqué le seul but qui a permis à l'Espagne de l'emporter hier. Ce joueur, il s'appelle Torres, il est âgé de seulement 26 ans. Alors, beaucoup d'Espagnols me disaient, oui, c'est une nouvelle génération de joueurs qui rentrent dans l'histoire face à des joueurs plus âgés comme Lionel Messi de l'équipe adverse de l'Argentine. Alors oui, ils ont l'impression que cette nouvelle génération désormais est entrée dans l'histoire et va continuer de poursuivre cette histoire parce qu'on me disait déjà espérer remporter la prochaine Coupe du Monde. Imaginez Marie-Claude qui sera en 2030 et qui sera co-organisée avec l'Espagne ici. Ouais. Et malheureusement, en marge de cette Coupe du Monde, il y a un adolescent de 13 ans qui est mort. Oui, effectivement, c'est vraiment la tragédie qui a marqué ces célébrations. Ça s'est passé dans l'ouest du pays. Plusieurs jeunes qui sont montés sur une fontaine pour célébrer hier soir cette victoire et une partie de la fontaine s'est effondrée. Un jeune homme de 13 ans a été transporté à l'hôpital et est décédé des suites de ces blessures. On nous dit que d'autres personnes ont également été blessées, dont une personne dans un état grave. Alors je vous dirais que c'est vraiment la note négative qui a teinté les célébrations ici. Ailleurs, dans le reste de l'Espagne, tout s'est déroulé plutôt dans le calme dans ces célébrations qui, vous l'entendez peut-être derrière moi, vont se poursuivre également ce soir. Alors on te laisse aller en profiter. Merci beaucoup, Romain. Plaisir. Au revoir. Les feux de forêt continuent de ravager le nord de l'Ontario. 13 communautés ont été évacuées, soit 1800 personnes, et 2 communautés autochtones ont été complètement rasées par les flammes. Pendant ce temps, le président américain accuse le Canada de négligence et le rend responsable de la mauvaise qualité de l'air dans plusieurs villes américaines. Donald Trump qui réitère son intention d'imposer de nouveaux tarifs en lien avec les feux après avoir discuté avec le premier ministre Mark Carney. Well, it's disappointing to say the least, and a message to President Trump is if he actually does his due diligence, one of the largest fires started from Minnesota. You got to remind President Trump that there's 3.9 million acres burning in the United States right now. And if we had resources, we would send them down to our closest friends and allies. Salut Victor. Salut Marie-Claude. On vient d'entendre Doug Ford qui a rappelé au président américain qu'entre alliés, il faut peut-être s'aider. On pense entre autres au feu en Californie. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie du premier ministre de l'Ontario? Dans le cas du premier ministre de l'Ontario, c'est plus qu'une stratégie, c'est une déclaration importante parce qu'il est celui qui est le plus affecté par ces feux-là. Et Capitaine Canada, comme on surnomme Doug Ford, n'a jamais eu de problème à aller coup pour coup avec Donald Trump. Maintenant, est-ce que cette stratégie-là est efficace? Là, c'est une autre question parce qu'on sait que Donald Trump, de toute façon, ne fait que saisir une opportunité de répéter ses messages habituels sur les tarifs et sur le fait que le Canada est à blâmer pour à peu près tout dans ses enjeux. Mais Doug Ford qui s'adresse aussi aux Américains dans ce cas-ci. Alors, tout à fait, il s'adresse aux Américains parce qu'il veut rappeler aux Américains tout le support que les Canadiens leur ont déjà donné. Par exemple, lorsqu'on parle des feux de forêt ailleurs. Alors, c'est important pour M. Ford, justement, qui est dans une situation très difficile. On le rappelle, c'est une tragédie ce qui se passe en Ontario. Justement, de rappeler à ses alliés que le support serait apprécié. Ouais.
Est-ce que Mark Carney pourrait faire la même chose? Non, je pense que ce serait malvenu pour M. Carney de tomber dans cette genre de joute verbale avec le président Trump. Doug Ford le fait parce que sa province est touchée directement. Il est impliqué parce qu'il a un style aussi qui correspond à ce genre de chicane verbale, disons-le d'une certaine façon. M. Carney, lui, est en mode diplomatique et je pense que c'est une bonne idée de rester avec ce ton-là que Mark Carney a habituellement. On va rester dans le domaine de l'environnement parce que Québec et Ottawa ont conclu une entente aujourd'hui, une entente de principe pour accélérer le processus d'évaluation environnementale. Fini le dédoublement d'évaluation. Victor, on dit que ça vise à préserver l'autonomie du Québec. Est-ce que c'est vraiment ça où on veut accélérer les grands projets qu'on veut mettre en chantier? C'est du donnant-donnant de la part du gouvernement fédéral qui, depuis près de 2 ans, signe des ententes régionales sur cette question des évaluations environnementales. Dans le fond, Marie-Claude, ce qu'on dit dans cette entente-là, c'est que là où il y avait 2 ententes, il y avait une espèce de dédoublement entre le fédéral et le provincial. Bien là, on va avoir seulement l'analyse environnementale de Québec qui est celle qui va primer. Ça va faciliter pour les projets, ça va éviter de devoir investir à 2 niveaux pour les développeurs de projets également. Donc, c'est un élément intéressant qui sera à surveiller dans l'implantation. Le diable est dans les détails et on verra comment est-ce que ça s'applique, notamment dans toute la question des projets qui touchent les communautés autochtones. Il y a des discussions avec Ottawa, mais ça reste à compléter. Et cette annonce-là pourra être commentée par les différentes parties prenantes et les communautés pendant le prochain mois. Mark Carney qui se fait souvent accuser de relayer aux oubliettes tout l'aspect environnemental, le gouvernement de la CAQ aussi. Est-ce que ça n'en rajoute pas une couche sur cette perception-là? Il faudra que le gouvernement travaille sur cette perception-là, de faire attention. On ne pense pas que parce qu'il n'y a pas 2 évaluations environnementales, on en fait moins. La réalité, c'est qu'on se dédoublait entre les 2 gouvernements. Et vous savez, la première province à avoir signé cette entente-là, c'est la Colombie-Britannique, qui est l'équivalent du Québec en termes de conscience environnementale. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir majeure. Merci beaucoup, Victor. À demain. Le premier week-end des vacances de la construction a été particulièrement meurtrier sur les routes du Québec. 8 personnes sont mortes. Parmi elles, un couple et leur enfant ont perdu la vie dans les Laurentides vendredi soir. Dans la plupart des cas, malheureusement, ces accidents auraient pu être évités. Lily Mercure. Depuis vendredi, la Sûreté du Québec déplore 3 accidents sur son territoire qui ont fait 6 morts. Ce qui est important de mentionner, c'est que dans les 3 cas, l'origine de la collision, c'est un comportement humain qui est à la base. C'est toujours, année après année, malheureusement, les mêmes causes de collision, souvent qui font des blessures graves ou des décès. Donc, on parle d'excès de vitesse, de distraction, de capacité de conduire affaiblie, soit par l'alcool, la drogue ou la combinaison des 2, et le port de la ceinture de sécurité. Vendredi, un couple et leur enfant ont perdu la vie dans une collision sur la route 369 à Lantier, dans les Laurentides. Le drame laisse un adolescent de 13 ans, orphelin. Une conductrice qui arrivait en sens inverse aurait tenté un dépassement dangereux, ce qui aurait mené à la collision frontale. Il y a des endroits qui sont plus dangereux que d'autres à cause des intersections, mais les gens sont de plus en plus impatients sur la route. C'est un petit couple qui vivait ici depuis plusieurs années. Il y a 3 ans, ils ont passé au feu. Mais ils ont été complètement détruits, ont été quand même éprouvés. Puis je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'amis dans la municipalité. Les gens sont tous consternés. Il y a beaucoup de circulation aussi. Puis au fond, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une lumière jaune ou peut-être un arrêt ou qu'on descende un peu la limite de vitesse. Parce que là, en ce moment, elle est à 70, mais les gens, ils rentrent à 80, 90 des fois. À Sacré-Cœur, sur la Côte-Nord, 2 personnes sont mortes dans un accident qui a impliqué 4 véhicules samedi soir. Dimanche, un motocycliste est mort dans une sortie de route à Québec. S'ajoute à ce triste bilan 2 autres victimes, dont un piéton happé mortellement à Montréal et un conducteur qui a perdu la vie dans une sortie de route à Sherbrooke. J'espère que le fait qu'on en parle énormément va réussir à sensibiliser. Moi, je dis toujours, si ne serait-ce que quelques personnes et que ça permet de sauver une vie ou 2, mais ça sera au moins déjà ça de fait, parce que le bilan de l'année dernière n'était pas très reluisant. Et à moins d'un changement drastique, j'espère que c'est une exception, ce week-end-ci, et que ce ne sera pas la règle pour les 2 prochaines semaines à venir. Les gens exagèrent toujours avec la vitesse. La limite de vitesse, c'est 70. Tu ne vois jamais quelqu'un qui conduit 70. Ils viennent nous couper, puis ils ne nous l'indiquent pas, là. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais la Sûreté du Québec intensifie ses opérations sur les routes de la province durant les vacances de la construction, période qui, en 2025, avait été la pire de la dernière décennie. 38 personnes sont mortes.
À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. À Montréal, l'homme qui avait insulté une policière en se filmant a été arrêté et accusé. Mohamed Bekali fait face à 3 chefs de diffamation envers 3 policiers. En mars dernier, l'homme de 24 ans avait publié une vidéo sur son compte TikTok dans laquelle on l'entendait injurier une agente. La policière l'avait intercepté pour lui donner une contravention. Vous savez, les cartes Pokémon ont encore la cote. Les fans aiment les échanger, les vendre, surtout que les plus rares peuvent valoir plusieurs centaines de milliers de dollars. Pour s'en procurer, certains sont même prêts à commettre des crimes et on parle de vol à main armée, d'agression et même de fraude. Ça préoccupe les autorités. Juliette Poirot. Les Pokémon célèbrent leur 30e anniversaire en 2026 et la valeur des cartes à collectionner ne fait qu'exploser depuis les dernières années, ce qui entraîne la multiplication des vols et des actes criminels pour s'en procurer un peu partout dans le monde. Une situation qui inquiète les propriétaires de boutiques de cartes qui ont souvent dans leur inventaire des cartes qui sont très chères. Il n'y a pas longtemps, la vitre derrière nous est neuve. Il y a quelqu'un qui a essayé carrément de rentrer dans le magasin. Malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent parce que justement, les cartes sont... Il y en a qui valent super cher. Fait que les gens, c'est un coup d'argent facile. Est-ce que les magasins de cartes vont devenir un petit peu comme des boutiques bijoux, des bijouteries, des trucs comme ça? On ne le sait pas. Probablement parce que, sérieusement, surtout, on parle de Pokémon, mais il y a aussi les sets comme One Piece, Magic, même les cartes de hockey. Il y a beaucoup de cartes qui valent énormément d'argent. Fait que oui, veut pas. Il va falloir renforcer un petit peu comme les bijouteries, je pense. On n'aura pas le choix. Là. Ça s'en va vers là. Plus tôt cette année, à New York, une rencontre de passionnés de Pokémon s'est bien mal terminée alors que des hommes masqués et armés les ont braqués pour voler plus de 100 000 $ de cartes Pokémon. Chez nous, le 18 juin dernier, la boutique Missing No dans Lanaudière a été la cible d'un vol à main armée. Le suspect aurait pointé une arme sur le copropriétaire de la boutique, Jean-François Etu, afin qu'il lui donne des cartes Pokémon évaluées à plusieurs milliers de dollars. On a renforcé avec des caméras, surtout des vitres anti-vol, mais aussi, c'est beaucoup de, je pense, de la prévention. Nous, on ne laisse jamais rien de grosse valeur dans le magasin la nuit. On en a une à 315 $, c'est juste une carte. Il y en a qui dépassent les 900, 800. Fait ça, c'est des objets qui peuvent se faire voler facilement. C'est ça qui cherchent les voleurs en général. Là. La police de Laval a même fait une sortie publique le mois dernier pour mettre en garde justement sur la hausse des actes criminels entourant les cartes Pokémon. 30 événements liés aux cartes Pokémon sont survenus à Laval depuis le 1er janvier 2025, dont 11 depuis le 1er mars 2026, ce qui témoigne d'une augmentation récente des actes criminels liés à ce phénomène. Et de ces dossiers, 7 événements sont marqués par des gestes de violence. Également, 10 jeunes âgés de 16 à 18 ans ont été arrêtés au début du mois de juin pour des vols de cartes Pokémon et de MacBook. À Saint-Jean-sur-Richelieu, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Le 58e Festival d'été de Québec a été un succès. Le public a été au rendez-vous, même si les plaines d'Abraham n'ont pas affiché complet. Certains artistes comme Limp Bizkit, Muse et Keisha ont attiré de plus grandes foules. Il faut dire que la météo a été pas mal plus clémente cette année pour les festivaliers et ça a permis d'engranger d'importantes retombées économiques partout en ville. On en parlait un petit peu plus tôt. C'était la finale de la Coupe du monde de soccer hier. Et pour la première fois de son histoire, la FIFA a proposé un spectacle de la mi-temps. En vedette, Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber. Et pour certains, est accompagné d'artistes québécois. Marie Cassima les a rencontrés. J'ai croisé Justin Bieber, BTS, Chris Martin. J'étais comme, qu'est-ce que je vis en ce moment? Enola Bédard a dansé aux côtés de Shakira lors du tout premier spectacle de la mi-temps de la Coupe du monde. Je viens genre de vivre un rêve. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout est allé vite. Puis, tu sais, ça fait tellement de mois que j'essaie de manifester ce moment-là. Puis c'est vraiment arrivé. J'essaie de comme comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai comme vraiment pas de mots pour expliquer comment que je suis comme reconnaissante de tout ce que Shakira nous a offert pendant les dernières semaines. On fait de la musique pour une raison. On danse pour une raison. Ouais. Fait que moi, je trouve ça intéressant de tout voir ces milieux-là qui se mélangent. Même pour eux, ça se mélange jamais. Là, ils ont la chance de se mélanger. Quand est-ce qu'on verrait
Coldplay puis Justin Bieber ensemble? Probablement jamais, tu sais. 11 minutes, des dizaines d'artistes et une mécanique roulée au quart de tour. Pour comprendre tout ce qui se cache derrière la cérémonie de la mi-temps de la Coupe du monde, j'ai rencontré Alex Francoeur, qui est le seul Canadien à avoir fait partie de l'équipe de création de la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce que ça demande pour un artiste, pour un danseur, une danseuse, de pouvoir performer sur des scènes comme ça? Il y a deux choses à penser. Je dois évidemment penser caméra. Oui. Et je dois penser au public qui a payé 3 000 $ pour être assis là. Oui. Fait que pour un danseur, c'est la même chose. Il y a une préparation à faire. Je dois connaître mes caméras, qu'il y en a 40. Oui. Puis je dois penser aussi à des gens qui sont dans 4 coins de la scène, plus mes chorégraphies, plus dans ce cas-là, ils ont des écouteurs, fait qu'ils sont coupés du son, plus tous les accessoires, la scène, le temps. C'est beaucoup de choses qu'on te lance, puis on te dit « Allez, sois le meilleur ». Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on sous-estime dans l'organisation, par exemple, d'un spectacle à mi-temps ou d'une cérémonie d'ouverture? Est-ce qu'il y a un élément qu'on sous-estime? Le travail, évidemment. Le travail, puis je pense qu'on sous-estime que les Québécois, on peut se rendre là. On sous-estime beaucoup que... on est au Québec, on fait des choses petites, puis que l'international, ces gros shows-là, c'est pour des Américains ou non. Puis là, je suis fier de dire que je suis la preuve d'être un... Bien, je suis le seul chorégraphe au Canada qui a jamais chorégraphié ce spectacle-là. Dans ce cas-là de la Coupe du monde, bien, mon équipe, il y en a un qui venait de Dubaï, il y en a un qui venait du Portugal, l'autre de l'Italie, l'autre de Milan. On est tous arrivés, puis c'était comme, il n'y a plus de différence. La différence qu'on a, c'est qu'on a tous le même show. Fait qu'il faut tous aller dans la même direction. Pour moi, d'être inclus dans un show comme ça, de voir comment que ça se passe, de voir... tu sais, il y a tellement de travail, beaucoup plus que la danse. Tu sais, c'est tellement gros comme événement que moi, je regardais tout. Puis j'essayais, j'étais comme un élève à l'école. Là. Je regardais, puis j'étais tellement inspirée. Puis un jour, je veux faire des gros shows comme ça aussi de mon côté. Puis fait que ça a tellement été un beau moment. À Montréal, Marc Cassimard, pour Nouveau Info. Un beau reportage qui nous rend fiers. Alors, si vous avez vous aussi un sujet d'enquête à nous transmettre, une idée, une nouvelle qui vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, je vous invite à m'écrire à l'adresse que vous voyez à l'écran. Un raton laveur de Seattle est devenu viral avec des vidéos vues plus d'1 million de fois sur les réseaux sociaux. C'est que l'animal a un physique pour le moins atypique, comme on le constate sur ces images. Son dos est courbé. Ça serait dû à un syndrome de la colonne vertébrale courte. C'est une condition génétique assez rare, mais qui peut aussi affecter d'autres mammifères, comme le chien, par exemple. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin d'information. À 22 h, on va revenir sur de nouveaux tarifs imposés par Donald Trump. Il avait menacé de le faire en raison de la fumée des feux de forêt, mais ce serait pour d'autres raisons. On s'en parle à 22 h. À tantôt.